Soyez les bienvenus dans la leçon principe des terroirs. Donc, ce qu'on va aborder dans cette leçon, c'est la notion du principe des terroirs. Donc, je vais donner d'abord un sommaire sur lequel je vais détailler les points qu'on va discuter. La première des choses, on va parler du principe des terroirs sous sa forme simple. Et ensuite, on va donner quelques exemples d'utilisation du principe des terroirs. Et encore, je vais travailler sur le point sur lequel je vais parler du théorème des restes chinois dans l'utilisation des principes du terroir. Ensuite, on va essayer de donner une définition d'une forme forte du principe des terroirs pour résoudre certains exemples. Ensuite, donc je vais donner une définition du principe des terroirs sous sa forme simple. OK? Donc, pour commencer, je vais parler de la forme simple du principe des terroirs, qui s'appuie sur le fait si on a n plus 1 objets, si on a n plus 1 objets qui sont rangés dans un terroir, alors au moins un terroir contient 2 ou plus d'objets. Donc en partant de n plus 1 objet, j'ai un terroir. Alors si mes n plus 1 objets sont rangés dans un n terroir, donc qu'est-ce que je peux dire? Alors au moins un terroir contient 2 ou plus d'objets, puisqu'il s'agit de n plus 1 objet et j'ai que n terroirs. Donc des terroirs, au moins un des terroirs contient 2 ou plus d'objets. OK? Donc je vais donner quelques exemples sur lesquels on va utiliser ce principe, qui consiste à dire que je vais prendre n plus 1 objet, j'ai n terroirs, et je vais ranger ces n plus 1 objets dans mes n terroirs. Donc, je peux dire que j'ai n terroir et j'ai n plus 1 objet. Donc, j'ai un objet de plus par rapport au terroir. Donc, j'ai au moins un terroir qui contient un ou plus d'objets. Exemple 1. Exemple 1 sur lequel je vais dire, par mes 13 personnes, il y a au moins 2 ayant leur anniversaire le même mois. Dans une année, on fait combien de mois on a? On a 12 mois. Et on a 13 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins 2 personnes ont le même anniversaire le même mois. Puisqu'on a 12 mois, on a 13 personnes. Donc au moins 2 parmi les 13 ont un anniversaire le même mois. Ça, c'est le premier exemple. Le second, je vais donner l'exemple 2. On a 10 couples mariés. Combien de ces 20 personnes que nous devrons choisir afin d'assurer la sélection de moins d'un couple marié? C'est-à-dire, je veux calculer le nombre, combien de fois j'ai 10 couples mariés et j'ai 20 personnes et je veux assurer combien je peux choisir de personnes parmi les 20 pour trouver la sélection de moins d'un couple qui sera marié. OK? Donc, je vais dégager à travers ce que je viens de dire ici, autre principe lié au principe des terroirs. C'est qui se traduit par quoi? Si nous avons mis un objet dans un terroir et qu'on ajoute une contrainte que aucun terroir ne doit être vide, alors qu'est-ce que je peux dire? Que chaque terroir contient exactement un et un seul objet. Donc j'ai un objet et un terroir. Et j'ajoute la condition que les terroirs ne peuvent contenir qu'un seul, il ne peut pas être vide. Donc mes terroirs ne peuvent pas être vides. Donc si je vais ranger des n objets dans les n terroirs, j'aurai exactement dans chaque terroir un objet et un seul. Donc ça, c'est lié à ce principe. Donc je rappelle, si j'ajoute une contrainte sur le fait que mes terroirs ne doivent pas être vides, si j'ai un objet, alors exactement dans chaque terroir, j'aurai un et un seul objet. OK? Donc maintenant, si nous avons rangé un objet dans un terroir et chaque terroir ne peut contenir plus qu'un objet, alors chacun d'entre eux contient un et un seul objet. Autre formulation, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si nous rangeons un objet dans un terroir,
et que chaque terroir ne peut contenir plus qu'un objet, ne peut pas contenir plus qu'un objet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un objet, donc ça veut dire que chaque terroir contient un et un seul objet. OK? Donc dans l'exemple 3, qu'on va essayer de développer, je vais prendre soit la suite finie d'entiers A1, A2, AN, non nécessairement distincts. Donc je prends une suite finie, c'est-à-dire le nombre d'éléments de ma suite est donné et fixé égal à n. Non nécessairement distincts, alors il existe deux entiers K et L, avec K comprise entre 0 et n, il peut prendre la valeur 0 et il peut prendre la valeur n, et L est séparé strictement à K, et elle aussi, il est comprise entre 0 et n. Alors, AK plus 1, AK plus 2 jusqu'à AL est un multiple de n. Si je fais la sommation de mes termes de la suite à partir de K plus 1 jusqu'à AL, cette somme est un multiple de n. C'est ça ce qu'on va démontrer à travers la donnée d'une suite finie. Si je prends K et L distincts, et mes éléments sont tous distincts, 2 à 2, donc alors je peux dire que AK plus 1 jusqu'à AL, c'est un multiple de n. Que je vais expliquer un petit peu la preuve pourquoi si je prends un K et L, deux entiers tels que L est séparé strictement à K et tous les deux compris entre 0 et n, j'ai AK plus 1 plus AK plus 2 jusqu'à AL est un multiple de n. Donc considérons pour ça les n entiers. A1, A1 plus A2, A1 plus A2 plus A3, au rang n, j'aurai A1 plus A2 plus AN. Donc, ce que j'ai écrit ici, à la ième place ici, j'aurai A1 plus A2 plus A3 jusqu'à AI. Donc, considérons cette suite d'entiers à partir de la suite qu'on vient de définir tout à l'heure. Divisons les entiers ci-dessous par n. Qu'est-ce que je vais prendre? Chaque terme de ma suite que je viens de construire à partir de la suite finie A1 jusqu'à AN, qui sont A1, A1 plus A2, A1 plus A1 plus A2 plus A3, et le ième place, j'aurai A1 plus A2 plus AI, je fais la division de ces entiers par n. Division de ces entiers par n, ça veut dire quoi? J'ai deux entiers n et p. N divisé par p, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un cas tel que n égale à k fois p plus r. Donc, il existe un reste que je notais par ri. Pour le ième élément, il va exister un QI et un RI. Tel que quoi? A1 plus A2 plus jusqu'à AI égale à QI que multiplier n plus RI. Au RI n'est rien d'autre qu'un entier strict positif qui peut être nul entre 0 et n-1, où I allant de 1 à n. Donc pour I égale à 1, donc j'aurai A1 que divise n, donc j'aurai Q1 et R1, et ainsi de suite. Donc mes RI, les restes de la division de cette suite que je viens de construire par rapport à n, me donnera un reste RI à chaque fois, qui est compris entre 0 et n-1. Pourquoi n-1? Parce que je fais une division par n. Et ceci pour I allant de 1 à n. Donc je viens d'avoir ce système d'égalité. OK? Donc qu'est-ce que je vais dire? Rappelons qu'on veut montrer que l'un des éléments, en fait, les éléments qui sont compris entre A, K plus 1 jusqu'à AL, cette somme est un multiple de n. C'est ça ce qu'on veut démontrer. Si l'un des restes R1, R2 à Rn est nul, disons par exemple ce RK est nul, alors A1 plus A2 plus AK est un multiple de n. Donc on vient de montrer qu'il existe un cas sur lequel RK égale à 0. Ça veut dire que cette somme n'est rien d'autre qu'un multiple de n. Et on vient de dire que ce qu'on veut démontrer, c'est l'existence d'un K et d'un L tel que cette somme devient un multiple de n. Donc si je suppose qu'il existe un RK qui est nul, donc j'aurai cette somme est un multiple de n. OK? Maintenant, je fais une contraposée, c'est-à-dire si je suppose que tous mes restes R1, R2, Rn, c'est aucun reste R1, R2, Rn n'est nul. Alors deux de ces restes sont égaux. Donc je vais prouver qu'il
il existe au moins un RL, un L et un P, L et P qui sont comprises entre 1 et n, tel que RL égale à RP. Donc pour tout I, je sais très bien que mes RI sont comprises entre 1 et n-1, puisque je viens de dire qu'ils ne sont pas nuls. Et le reste ne sont pas nuls, se traduit par le fait que RI est comprise entre 1 et n-1. Disons que RK égale à RL avec K plus petit que L. Donc je viens de dire que alors que deux ce reste sont égaux. Donc je fais l'hypothèse que j'ai l'existence d'un K et d'un L. K et L sont toutes les deux entre 1 et n-1, entre 1 et n, tel que RK égale à RL. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Par conséquent, puisque le reste RK égale à RL, j'aurai des entiers A1 plus A2 plus etc. plus AK et A1 plus A2 plus AL, puisque j'ai dit que K et L, j'ai RK égale à RL. Ces deux sommes ont le même reste de leur division par N, puisqu'on a dit que RK égale à RL. Donc on a bien ces deux termes, A1 plus A2 plus AK, et A1 plus A2 plus AL, ils ont un reste, le même reste dans leur division par N. OK? Ce qui donne le résultat suivant, que AK plus 1 plus AK plus 2 jusqu'à plus AN est un multiple de N. Je reviens, donc je vais dire que A1, AK, donc A1 plus A2 jusqu'à plus AK, et A1 plus A2 plus AL, ils ont le même reste. Donc ça veut dire que tout ce qui est situé entre K plus 1 jusqu'à L devient un multiple de N. OK? Donc un exemple, donc je vais donner un exemple de ce résultat-là qui se traduit par le fait que entre deux ensembles, si je prends une suite finie, alors si j'ai un K et L, K c'est inférieur strictement à L, je peux dire que la somme à partir de A1 jusqu'à plus 1, il existe au moins entre l'un des termes de la suite que je viens de construire, devient un multiple de N. Donnons maintenant, sur l'exemple 4, 101 entiers parmi ceux qui sont écrits ici. Donc 101 entiers qui peut être 1, 2 jusqu'à 200. Je prends parmi les 200 éléments qui sont ici, 101 entiers possibles. Alors il existe au moins deux entiers tels que l'un est divisible par l'autre. Donc qu'est-ce qu'on veut démontrer ici? On veut voir sur l'exemple 4, si je prends 101 entiers parmi 1, 2, 3, 4 jusqu'à 200, alors il existe au moins deux entiers tels que l'un est divisible par l'autre. Donc il existe au moins un I et un K entre 1 et 200 tel que I est divisible par G. OK? Donc démonstration de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la factorisation à base 2, c'est-à-dire par la factorisation à base 2, alors chaque entier peut s'écrire sous la forme A2 à la puissance K multiplié par A. Pour K entier supérieur ou égal, pour K entier supérieur ou égal à 0 et A est impair. Donc je vais faire la factorisation à base 2 et je vais démontrer que entre ces deux éléments, il existe au moins deux éléments parmi les 101 entiers que je vais choisir parmi 1, 2, 3 jusqu'à 200. L'un est divisible par l'autre. Donc je vais réécrire ces entiers à base 2. Donc chacun est s'écrit comme étant 2 à la puissance K fois un A, un réel, un entier quelconque qui est lié au choix de l'entier de départ. Donc qu'est-ce qu'on a dit? 2 à la puissance K fois A, K entier strictement positif et A impair. Donc c'est le produit d'un entier impair et d'un nombre pair qui s'écrit sous la forme 2 à la puissance K, sous forme d'une puissance. OK? Donc le nombre A peut être l'un des 100 entiers, 1, 3, 5, 199, puisqu'il s'agit d'un nombre impair. Et nous, on a choisi ces entiers entre 1, 2, 3 jusqu'à 200. Puisqu'il s'agit d'un entier impair, donc il peut être que 1, 3, 5, 199. Donc c'est l'un des 100 entiers possibles qui sont écrits ici. Parmi les 101 entiers choisis, deux de ces entiers doivent avoir la même valeur A. C'est-à-dire que dans la factorisation de ces deux éléments
qu'on a choisi parmi 101, l'un des deux éléments il peut avoir la même factorisation. Dans la factorisation à base 2, ils peuvent avoir la même valeur A. Dans leur écriture sur la factorisation à base 2, ce qu'on a écrit ici. Donc, au moins deux entiers, ils ont la même valeur A. OK? Donc, autrement dit, il va exister un R différent de S, tel que mon premier élément se décompose à base 2 comme 2 à la puissance R fois A, et le second s'écrit comme étant 2 à la puissance S fois A. Donc, qui se traduit qu'on aura le même facteur ici dans la factorisation à base 2. Donc, il existe un R et un C, ce qui donnera naissance à deux entiers. Le premier, c'est 2 à la puissance R fois A, et le second, c'est dans sa décomposition, c'est 2 à la puissance S fois A, qui se termine, donc qui permet de terminer la démonstration. Pourquoi? Parce que l'un est divisible par l'autre. OK? Donc maintenant, on va voir un autre aspect d'utilisation. En fait, on va introduire d'autres théorèmes qui permettent d'utiliser quelque chose qui s'appuie sur le théorème des restes du chinoise. Donc, on va dire comment définir ce théorème et sur quoi on s'appuie. Donc, pour ce théorème, c'est l'exemple 5, théorème de reste chinois. Donc, si je prends M et N, relativement premiers et positifs, alors le système X congrès à A modulo M et X congrès à B modulo N admet une solution. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai la donnée d'un M et d'un N qui sont premiers et positifs, relativement premiers et positifs. C'est-à-dire que le plus grand diviseur commun entre M et N, c'est 1. Ça, c'est pour dire que c'est relativement premier. Je rappelle, puisqu'on n'a pas encore abordé la notion des nombres premiers, c'est quoi un nombre premier? C'est les seuls diviseurs de ce premier, c'est lui-même et 1. Donc, M et N sont relativement premiers, se traduit par le fait que le plus grand diviseur commun de M et N égale à 1. Et si M et N sont relativement premiers et positifs, alors qu'est-ce que je peux dire? Que ce système X congrès à A modulo M, X congrès à B modulo N, admet une solution. Là aussi, je vais rappeler un petit peu la définition de la congruence. Dire que X congrès à A modulo M, ça veut dire que X et moins A, ils ont un reste, X moins A, ils ont un reste nul quand on le divise par M. Ou bien X et A ont le même reste dans leur division par M. Et également, X et B, ils ont un reste, le même reste quand on les divise par N. Et donc, on va étudier que ce système admet une solution. Et donc, c'est ce qui se traduit par le système de reste chinois. OK? Donc, on va aborder une démonstration de ce théorème de reste chinois. Donc, supposons que j'ai un A qui est entre 0 et M et un B entre 0 et N. Et prenons les N entiers possibles, donc que j'aurai numéré ici, A, M plus A, 2M plus A, etc. N moins 1 fois M plus A. Chacun de ces entiers a un reste A quand on le divise par M. Je m'explique. A, quand je le divise par M, j'aurai une division, en fait un reste qui est A. Puisque A est plus petit que M, A divisé par M, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe Q égale à 0 que multiplié par M, plus le reste R est égal à A. Donc j'ai un reste, quand je prends A et je le divise par M, j'ai un reste qui vaut A du fait que A est plus petit strictement à M. M plus A, essayons de voir est-ce que M plus A, c'est aussi un reste A dans sa division par M. M plus A, lorsque je le divise par M, j'aurai aussi un reste qui vaut A. Donc, simplement parce que je peux dire que égal à M plus A, quand on le divise par M, égale à 1, et 1 fois M, donc M plus A moins M, j'aurai A. A est plus petit que M, c'est le reste de ma division de M plus A par M. Donc, de la même façon, je vais faire la même chose. 2M plus A quand je le divise par M, et là, comme coefficient Q, c'est 2.
et le reste c'est A. Donc, comme on les a choisis de telle sorte que le reste soit égal à A. Donc, chacun de ces entiers par un reste dans la division par M est A. Donc, on a bien le reste A. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Supposons que deux de ces entiers ont le même reste R. Quand on les divise par N, donc je prends ces deux entiers, quand je les divise cette fois-ci par N, hein, on les a choisis de telle sorte que le reste de leur division par M égale à A. Maintenant, je suppose que ces mêmes entiers, je suppose qu'il existe au moins deux de ces entiers. Quand on les divise par N, j'aurai un reste que j'ai noté R. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Puisqu'il existe, ce sont des entiers qu'on les a choisis parmi ceux qu'on vient de décrire, donc il s'écrit de la forme I fois M plus A, et l'autre, il s'écrit sous la forme G fois M plus A. Avec U est inférieur, donc on va choisir que I est plus petit que G, et entre 0 et N-1, puisque j'ai mes termes de ma suite que je viens de construire et les appliquer entre 0 et N-1. Donc j'aurai un qui s'écrit sous forme IM plus A et l'autre qui s'écrit sous forme de GM plus A. Donc j'ai ces deux entiers. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je fais l'hypothèse qu'ils ont le même reste dans leur division par N cette fois-ci. Alors il existe deux entiers QI et QG tels que QI c'est le coefficient de la division de IM plus A par N, donc j'aurai QU, que multiplie N plus R n'est rien d'autre que le premier entier qui est noté par IM fois A. Et l'autre, c'est GM plus A qui est égal à Q qui est indexé par G multiplié par N plus R, puisqu'on a dit qu'ils ont le même reste dans leur division par N. Or, puisque c'est le reste, donc avec R est plus petit entre 0 et N, puisqu'on vient d'effectuer une division par N. OK? Donc, par soustraction, nous obtenons que, puisqu'il s'agit du même reste, j'aurai G moins I. Hein, rappelez-vous que I, j'ai supposé qu'il est inférieur strictement à G. Et moins I multiplié par M devient égal à QG moins QI que multiplié par N. Rappelons que, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que M et N, ce sont relativement premiers, qui se traduit par que le plus grand diviseur commun entre M et N n'est rien d'autre que 1. On conclut alors que N divise G moins 1. Et comme G moins I est comprise entre 0 et N moins 1, on obtient une contradiction. OK? Donc, N divise G moins 1, nous obtenons une contradiction avec l'hypothèse. OK? Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les N entiers, A, N plus A, 2N plus A, etc., N-1 fois N plus A, ont un reste distinct quand on les divise par N. OK? Alors, les entiers, donc, quand on les divise par N, ils ont un reste distinct. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, les entiers 0, 1, 2, N-1 peuvent être un reste, puisqu'il s'agit combien d'éléments ici? Le nombre d'éléments ici, c'est exactement N-1 moins 0 plus 1. Donc, j'aurai N éléments. Les N éléments, dans leur division par N, ils ont un reste distinct, 2 à 2. Donc, les restes de la division de A par N peut être 0, comme il peut être 1, 2, ainsi de suite. Donc, les restes de division de ces éléments par N ne peut être que 0, 1, 2, jusqu'à N-1. En particulier, le nombre B peut l'être aussi. Donc, ça veut dire que le nombre B peut être aussi l'un des restes 0, 1, 2 jusqu'à N-1. Donc, soit l'entier P avec P est compris entre 0 et N-1, tel que X est égal à P fois N plus A. Et B est le reste de la division de X par N. Donc, je fais la division de X par N. Donc, j'ai bien choisi que X, c'est P fois N plus A. Et j'ai noté par B le reste de la division de X par N. Donc, je vais remplacer X par sa valeur. X égale à PM plus A. Et je remplace que B
du fait que c'est le reste de la division de x par n. Donc x, lorsqu'on va la diviser par n, j'aurai q fois n plus b. Donc j'aurai x égale à b, p fois n plus a, qui est égal à q fois n plus b. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on donne un résumé. On a démontré le théorème du reste chinois, qui permet de dire quoi? Que si je prends m et n, deux entiers qui sont relativement premiers entre eux, et dire que m et n est relativement premier, revient à dire que le plus grand diviseur commun est 1. Et si je ça, je peux dire que si j'ai deux valeurs, en fait, si j'ai mon système x congrès à a modulo n et x congrès à b modulo m pour un a et b des entiers quelconques, ce système admet une solution. Maintenant, je vais présenter la forme forte du principe du terroir. Quelle est cette forme forte du principe du terroir? Je vais donner la définition qui s'appuie un petit peu, qui va compléter la définition de sa forme simple du terroir. Toujours, on a un objet et on a un terroir et on va essayer de voir combien chaque terroir va contenir des objets. OK? Qu'est-ce qu'on a? Si je sais, je fais soit Q1, Q2 jusqu'au Qn des entiers qui sont positifs, tels que ici, la somme Q1 plus Q2 plus Qn plus moins n plus 1, des objets qui sont rangés dans n terroirs. Donc, nous sommes partis à partir de Q1, Q2, Qn, et on dit que Q1 plus Q2 plus Qn plus moins n plus 1, c'est le nombre d'objets qu'on essaie de ranger dans un terroir. Alors, le premier terroir contient au moins Q1 objets, et le deuxième terroir contient au moins Q2 objets, et ainsi de suite. Pour le énième terroir, on aura dit qu'il contient au moins QI objets, ou le énième terroir contient QN objets. Donc, on a bien dit que en partant d'un nombre de terroirs n, et en faisant un nombre objet qui est Q1 plus Q2 plus moins n plus 1 objet, on doit dire que chaque terroir contient au moins QI objets associés. Donc, on va démontrer sur cette démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que cette proposition est fausse. Donc, c'est un raisonnement par contraposé. Donc, on suppose que cette proposition est fausse. Alors, pour chaque i allant de 1 à n, le ième terroir contient au plus QI-1. C'est-à-dire qu'il ne contient pas exactement QI objet. Donc, c'est pour cela que je parle que la proposition est fausse. Ça veut dire que le ième terroir contient au plus QI-1 objet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le nombre total des objets contenus dans les n terroirs est au plus égal à la quantité Q1-1 plus Q2-1 plus etc. jusqu'à Qn-1, qui se traduit par la sommation de Q1 à Qn moins n. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que ce nombre est plus petit que le nombre d'objets qu'on a distribués aux différents terroirs. On obtient alors une contradiction avec l'hypothèse. Donc, si j'ai un terroir, et j'ai un objet et j'ai 4 terroirs, alors au plus, au moins un terroir contient un QI-1 objet au plus. Donc, je vais maintenant parler du même principe de terroir, mais je vais parler d'un principe qui est généralisé cette fois-ci. Par hypothèse, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, si on a un objet qui sont rangés dans 4 terroirs, alors au moins un terroir contient au moins la partie entière de n sur q plus 1, objet au plus. Donc, ce qu'on va dire, on va prendre un objet et qui sont distribués sur 4 terroirs. Donc, au plus, en fait, au moins un terroir contient la partie entière de n sur k plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de calculer la partie entière de n par k et de l'augmenter de 1 pour savoir qu'au moins un terroir contient cette quantité-là d'objets. OK? Donc, on va donner un premier exemple sur là où on applique ce principe généralisé des terroirs. Donc, supposons que j'ai 100 personnes.
Donc, parmi les 100 personnes, il existe forcément la partie entière de 100 sur 12 plus 1 qui est égal à 9 personnes qui sont nées le même mois. Donc, on a 12 mois et on a 100 personnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule la partie entière de 100 par 12 et je vais l'augmenter de 1. Et là, le résultat obtenu, c'est exactement le nombre de personnes qui sont nées le même mois. Donc, ça, c'est pour cet exemple. On va donner un autre exemple sur lequel je vais considérer que j'ai un réseau qui est composé de 6 ordinateurs où chaque ordinateur est connecté avec au moins un autre ordinateur. Donc, il s'agit de prendre un réseau de 6 ordinateurs et on fait l'hypothèse qu'au moins chaque ordinateur est au moins connecté à un autre ordinateur. Et donc là, il s'agit d'appliquer le principe généralisé des terroirs pour résoudre combien on a de connexions pour chaque ordinateur. Donc, montrer, la question qu'on se pose, qui est de montrer qu'au moins 2 ordinateurs parmi les 6 ont le même nombre de connexions. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'appliquer à nouveau le principe généralisé des terroirs. Qu'est-ce qu'on a? On a le nombre de terroirs K et le nombre de connexions des ordinateurs. Il peut être K, il peut être 1, 2, 3, 4 ou 5, puisqu'il s'agit de 6 ordinateurs et chaque ordinateur est connecté à un autre. Donc, ça veut dire que chaque ordinateur a au plus 5 connexions possibles. Donc, pour cela, je vais travailler avec le nombre de terroirs et je vais essayer de trouver le nombre de connexions. Le nombre d'objets qu'on a, N, et le nombre d'ordinateurs, on a dans notre réseau 6 ordinateurs. Donc, N vaut 6 et K peut être 1, 2, 3, 4 ou 5. OK? Donc, d'après le principe généralisé des terroirs, au moins un terroir doit contenir la partie entière de N par K plus 1. Donc, j'ai N divisé par K plus 1. Donc, je calcule la partie entière. J'ai 6 ordinateurs et je essaie de calculer le nombre de connexions possibles pour un ordinateur. Donc, on va démontrer que au moins 2 ordinateurs auront le même nombre de connexions. Donc, la partie entière de N par K plus 1 n'est rien d'autre que 2 objets. OK? Alors, il existe au moins 2 ordinateurs ayant le même nombre de connexions. Pourquoi? Parce qu'on a qu'appliqué le principe généralisé des terroirs en partant d'un réseau d'ordinateurs, de 6 ordinateurs, et on a dit que, par hypothèse, que chaque ordinateur est au moins connecté à un autre ordinateur. Donc, chaque ordinateur a au plus 5 connexions possibles. Et à partir de là, on a désigné par N, en fait, c'est le nombre de connexions possibles d'ordinateurs, et K, le nombre, en fait, d'objets possibles, c'est-à-dire que combien de connexions je vais établir par rapport à pour chaque ordinateur par rapport au reste, et je vais essayer de voir est-ce que j'ai au moins 2 ordinateurs qui sont connectés, ont le même nombre de connexions avec les autres ordinateurs. Donc, ça veut dire que d'appliquer le principe de généralisé des terroirs, c'est de calculer la partie entière de N par K et d'ajouter 1, et on aura le nombre d'ordinateurs, le nombre d'ordinateurs ayant le même nombre de connexions possibles. OK? Donc, maintenant, je vais donner un théorème qui consiste à dire que en partant d'une suite de n carré plus 1 distinct réel, donc j'ai chaque suite donc ce que je vais démontrer que chaque suite de n carré plus 1 distinct réel a au moins une sous-suite strictement croissante ou strictement décroissante de n plus 1 éléments. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends n plus 1, n au carré plus 1 éléments réels distincts et je vais démontrer que pour cette suite, il existe au moins une sous-suite strictement croissante ou strictement décroissante en partant de cette suite. C'est-à-dire, c'est quoi une suite strictement croissante? Je vais dire que là, j'ai par hypothèse une suite. Une suite est strictement croissante si seulement c'est quel que soit n
et P donné, si N est supérieur à P, alors XP est inférieur à XN, inférieur strictement à XN. Ça, c'est une suite strictement croissante. Et une suite est dite strictement décroissante si seulement si, cette fois-ci, quel que soit N supérieur à P, XN est inférieur à XP. Et là, il s'agit de démontrer qu'en partant d'une suite de N carré plus 1 distincts éléments, on arrive à construire à partir de cette suite une sous-suite, au moins une sous-suite ayant N plus 1 élément. Donc, on va démontrer ça. Par exemple, sur un exemple de D, une suite de D termes distincts, je prends 10 n'est rien d'autre que 3 au carré plus 1. Donc, j'aurai N, c'est la valeur 3, et mes termes de ma suite qui sont distincts. Et là, il s'agit d'une suite qui est finie, puisqu'il s'agit de parler de nombre de termes, c'est 3 au carré plus 1. Donc, on a 10 termes, donc c'est une suite finie, dont les termes sont 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5 et 7. Donc, combien je vais calculer en fait de ce suite ayant n plus 1 élément, n égale à 1, n égale à 3. Donc, je dois construire, je dois démontrer à travers cet exemple qu'au moins j'ai une sous-suite ayant 4 termes. Donc, il admet des sous-suites de 4 termes, strictement croissantes ou strictement décroissantes. Donc, je vais les construire. Si je prends en partant de ce terme, j'ai 1, 4, 6, 12. Il s'agit d'une sous-suite de ma suite de 10 termes. Et il s'agit bien d'une suite strictement croissante. Pourquoi d'une sous-suite strictement croissante? Pourquoi? Parce que j'ai 1 qui est plus petit strictement que 4, et 4 qui est plus petit strictement que 6, et 6 qui est plus petit strictement que 12. Donc, je viens à travers de cette suite donnée de 10 éléments, je viens de construire une sous-suite qui est strictement croissante. Et également, je peux construire une sous-suite strictement décroissante. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Il suffit de prendre les 4 premiers termes. Les 4 premiers termes, ou bien en prenant les 4 termes, puisque je prends 11, 9 et 1, et quoi d'autre? Donc, je vais prendre 11, 9, 4 et 6. 11, 9 et 4 et 6, il s'agit bien d'une suite strictement décroissante, puisque 11 est plus grand que 9, qui est plus grand que 4, et qui est plus grand que 6, et qui est plus grand que 4. Donc, je peux de nouveau construire une sous-suite strictement décroissante. Donc, il s'agit de la suite 11, 9, 6 et 4. 11 plus petit que 9, 11 qui est plus grand que 9, 9 qui est plus grand que 6, et 6 qui est plus grand que 4. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, grâce à ce théorème, si j'ai n au carré plus 1 éléments distincts d'une suite, alors je peux construire au moins une sous-suite strictement décroissante ayant 4 éléments. Donc, d'une manière générale, en fait, n carré plus 1 élément, alors je peux construire une sous-suite ayant n plus 1 élément qui est strictement croissante ou strictement décroissante. Et si vous avez besoin de compléments de cours, n'hésitez pas à consulter le site web Net2Nous en cliquant sur MedNetU et merci.